Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est une sorte de calamité qui s'abat sur moi chaque fois où j'ai à intervenir. Les éminents organisateurs m'éclairent ces derniers. À un moment où tout a été dit, où j'ai presque rien à ajouter. C'est pour cela que je mettrai un peu d'humour de mon côté. C'est l'histoire d'un monsieur qui sort de théâtre, qui rencontre une vieille dame qui lui dit « Monsieur, que le bon Dieu soit avec toi, donne-moi quelque chose. » Elle fait son chemin sans rien donner. Une semaine après, le même bonhomme sort du même théâtre, trouve la même vieille dame qui lui dit « Monsieur, que le bon Dieu soit avec toi, donne-moi quelque chose. » Il fait son chemin sans rien donner. Une semaine après, il sort du même théâtre, trouve la même vieille dame qui lui dit « Monsieur, que le bon Dieu et le prophète Mohammed soient avec toi, donnez-moi quelque chose. » Il met sa main dans sa poche et lui donne, disons, 10 dinars. La dame intriguée lui dit « Monsieur, comment ça se fait? Quand je te dis que le bon Dieu soit avec toi, tu n'as rien donné. Quand je dis que le bon Dieu et le prophète soient avec toi, tu as donné. » Je dis « Mais madame, c'est que je suis un banquier. J'ai besoin de 2 signatures. » Je pense que nous avons besoin maintenant de 2 signatures. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons à la fois la démocratie et l'efficacité économique, donc la croissance économique. Or, la littérature, la centaine d'études qui traitent de la question, démontrent clairement qu'il n'y a pas de relation systémique prouvant que la démocratie, il faut installer, aboutit inévitablement à la croissance économique. Et l'expérience tunisienne le montre, le prouve. Ce qui pourrait aider le pays à atteindre un niveau de croissance économique, c'est plutôt la stabilité politique. Et c'est normal. Quand il y a une instabilité, les opérateurs économiques n'ont pas confiance dans l'avenir, ne sont pas disposés à investir, donc pas d'investissement, pas de croissance. Néanmoins, ce qui est admis, c'est que quand il y a la stabilité politique, et il y a en plus la démocratie, les choses peuvent s'accélérer, les performances peuvent devenir plus importantes. C'est le vrai dilemme. Comment opter pour un système qui garantit à la fois la stabilité politique et également la démocratie? Je pense, nous sommes là au cœur du sujet. Nous sommes dans une approche qui doit privilégier inévitablement la mise en place et la configuration des institutions. Avons-nous choisi les institutions qu'il faut, les plus efficaces? Et au cœur de ces institutions, il y a le mode de gouvernance politique. Chose est claire, en Tunisie, on s'est trompé. On a choisi un système de gouvernance politique qui a fait que l'État est devenu un fardeau pour la population, un fardeau pour l'entreprise, un soutien des citoyens et de l'entreprise. Jugez-en vous-même. L'État tunisien dépense en moyenne chaque année, durant les 10 dernières années, en augmentation de ses dépenses, 10,7%. La part de dépenses de l'État passe de 22% en 2010 à 43% en 2021. سامحني سيدي احمد كرم باش نتفاعل معك شويه. قلت اخترنا نظام سياسي خلق مشكله. قلت اخترنا نظام سياسي خلق مشكله. هذا هو. حابين نعرفوا شنو هي المشكله لانه باش نقعدوا في قلب الموضوع في نظام الحكم. Donc, on était en mesure de s'attendre quand il y a cette augmentation des dépenses. Est-ce qu'il y aurait des effets positifs sur la croissance économique? Elle a augmenté que de 1,1% en moyenne durant les 10 dernières années. Des effets positifs sur l'emploi. Vous connaissez le taux de chômage. Des effets positifs sur le niveau de vie de la population. En dollars, le niveau de vie est maintenant inférieur à ce qu'il était en 2010. Donc, cette masse de dépenses
ce poids démesuré de l'État n'a pas été conforme sur le plan résultat à ce que nous attendions. Plus grave encore, l'État est un État gaspilleur. L'écart entre les dépenses et les recettes de l'État, qui était de 0,7 millions de dinars en 2010, s'élève actuellement à presque 12 milliards de dinars. Toutes les recettes sont orientées pour les dépenses courantes, salaires, dettes et autres. La part réservée aux investissements publics est à peine de 3% contre 35% pour un pays voisin qui est le Maroc. Troisièmement, c'est une situation qui a provoqué un surendettement de l'État. La dette de l'État est passée de 25 milliards de dinars en 2010 à 100 milliards de dinars actuellement en 2021. نرجع لسؤالي سيد احمد، ام هو نظام الحكم اللي يحبذوا النسيج الاقتصادي حتى نحققوا نجاح؟ Cela suppose que nous devrons nous poser des questions sur le mode de gouvernance. Est-ce qu'il est politique? Est-ce qu'il est le meilleur? Est-ce qu'il n'est pas venu le moment de consulter les citoyens, de consulter les opérateurs pour dire peut-être qu'il y a de nouveaux modes de gouvernance politique qui pourraient effectivement assurer la démocratie tout en gardant l'efficacité économique. Elle existe. Elle existe parce qu'effectivement, dans le pays du monde, il y a beaucoup de systèmes. Je parle entre autres du système présidentiel, qui est le plus apparent, le plus évident. Donc je pense qu'il est venu le moment de consulter par un référendum la population pour choisir le mode de gouvernance politique qui nous est le plus utile afin de sortir de ce guêpier et retrouver la croissance économique. Deuxièmement, l'action se pose également au niveau du gouvernement. Nous avons écouté ce matin Madame la chef du gouvernement qui a fait un discours excellent que personnellement je trouvais qu'il traite de toutes les questions à laquelle nous avions pensé et qui pourraient effectivement améliorer l'environnement des affaires. Mais il faudrait maintenant aller à l'action et montrer un peu plus d'audace. Et je pense que la vision du gouvernement devrait consacrer principalement la bonne gouvernance avec des effets sur la corruption, devrait consacrer également la maîtrise des équilibres économiques et financiers, éviter les dérapages de la balance courante et du budget de l'État, et j'en passe. Il faudrait également consacrer l'amélioration de l'environnement des affaires et également consacrer le développement inclusif afin de commencer à régler les questions de chômage, l'équilibre régional. Le troisième axe institutionnel sur lequel il faudrait travailler et agir vite pour que la démocratie s'accompagne par une croissance, c'est l'administration. L'administration tunisienne devrait subir une réforme profonde. Tout d'abord, il n'est pas normal, n'est-ce pas, que l'administration ne soit pas encore digitalisée. La digitalisation, c'est une réforme de rupture. Nous ne pouvons pas l'aborder avec une négociation, une approche dialectique. Il faudrait l'imposer avec un programme précis dans le temps. Il faudrait que dans une année et demie, toute l'administration tunisienne sera digitalisée. Mais cela suppose quoi? Cela suppose, est-ce que dans l'administration, il y aurait des compétences fortes? Et la Tunisie, malheureusement, a rendu son administration peu séduisante pour les vraies compétences. Et il faudrait penser à un système particulier qui intéresse de manière valable les compétences sérieuses, comme l'ont fait d'ailleurs d'autres pays avant nous, comme se prête à le faire la France très prochainement, encore qui aura à piloter avec le pouvoir politique la transition énergétique, la transition numérique, l'inclusion financière et tous les aspects rattachés à la modernisation et l'innovation d'une économie tunisienne. Il faut en fin de compte améliorer le climat des affaires. Et là, il y a tellement de textes qu'il faut revoir, tellement de procédures qu'il faudrait supprimer, tellement d'autorisations qui sont inutiles et indispensables pour lesquelles il faudrait effectivement s'atteler à assainir le climat des affaires pour que les investissements reprennent et la croissance économique retrouve, n'est-ce pas, sa cadence habituelle. Il faudrait également l'appareil judiciaire. Mais les amis ont parlé de cela. Ce n'est pas la peine que j'en traite encore. Il faut, cinquièmement et dernièrement, veiller à renforcer davantage tous les organes de supervision et de régulation.
Il en a en Tunisie, Dieu merci. Mais je ne pense pas qu'ils sont en train d'avoir le moyen nécessaire de logistique et autres pour qu'ils jouent le rôle d'arbitre, garantissant l'équité, garantissant le bon fonctionnement du rouage administratif et garantissant surtout un cadre qui soit serein pour l'investissement et sécurisant pour les opérateurs. Que conclure? J'ai fait mienne ce qu'a dit Jean Monnet, l'un des fondateurs de la communauté européenne. Il a dit rien n'est possible sans les hommes et rien n'est stable sans les institutions. Mais également, il ne faut pas oublier ce qu'a dit Chateaubriand, l'écrivain et homme politique français. Il a dit que les institutions passent par 3 périodes. La première est une période de service. La deuxième est une période de privilège. Et la troisième est une période d'abus. Soyons toujours vigilants. Merci beaucoup. شكرا.